Donc, le prochain orateur est Ilaria Honorati, qui va nous parler de la bioingénierie des voies aériennes, matrice aortique et différenciation chondrocytaire in vitro. Ilaria, c'est à vous. Oui, bonjour. Est-ce que vous voyez ma présentation? Très bien, très bien. Alors, cher président, chers membres de l'Académie, je suis très heureuse d'être aujourd'hui ici pour vous présenter donc mon travail qui a fait l'objet d'un Master 2 l'année dernière. C'est un projet que j'ai pu amener au sein du laboratoire INSERM de l'unité hypoxie et poumon à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et je suis chirurgien thoracique au sein de la CHU d'Avicenne avec le professeur Martineau. Donc, mon projet, bioingénierie des voies aériennes, matrice aortique et différenciation chondrocytaire in vitro, il se situe dans le domaine des remplacements des voies aériennes, en particulier dans donc la technique décrite par M. Martineau, qui consiste en remplacement des voies aériennes par un allogreffe aortique cryopréservé à moins 80 degrés, stenté, avec le retrait de ce stent trachéal chez l'homme en moyenne 18 mois après la greffe, avec l'apparition de façon étonnante de cartilage généré de nouveau au sein de cette matrice aortique. On a l'impression, on a plus que l'impression dans les derniers travaux que l'être humain a un rôle plus actif dans ce processus, en particulier étant le bioréacteur naturel au sein de cette génération de novo. En particulier, la matrice aortique en elle-même, elle a probablement un rôle aussi biologique parce que ce qu'on retrouve au sein de cette matrice, c'est tout un pool de facteurs qui ont tendance sûrement à promouvoir par un effet palacrine cette génération de cartilage, mais aussi à travers des signaux, probablement à recruter des cellules souches mésenchymatoses à partir de la moelle osseuse du receveur pour poursuivre du coup cette génération de cartilage. Un petit rappel un peu sur la différenciation chondrocytaire des cellules souches mésenchymatoses. Cela se fait à travers plusieurs étapes qui sont contrôlées par différents gènes. Le principal, on va dire le premier qui débute la chondrogénèse, c'est le SOX9, qui marque un peu la première étape de différenciation de cellules souches mésenchymatoses en préchondrocytes. Puis, on a la différenciation chondrocytaire avec l'apparition d'une matrice extracellulaire avec des l'agrégant et du collagène de type 2. Et cela se fait surtout à l'aide de deux gènes en particulier, l'ACAN et le COL2A1, et qu'on appellera du coup par la suite le SOX9 et les deux derniers gènes que je viens de citer comme des gènes précoces de différenciation chondrocytaire. Par la suite, ce qui est important de comprendre, c'est que le chondrocyte, elle passe dans une phase de chondrocyte pré-hypertrophique pour arriver après à un stade de chondrocyte hypertrophique qui signe un peu la fin de sa différenciation parce qu'après, on aura l'ossification et à travers en fait l'expression d'autres types de gènes, en particulier le collagène 10, le RANX2 et le PTHR1. Donc, il y a aussi des facteurs environnementaux qui vont bien sûr avoir un impact sur cette différenciation, en particulier l'hypoxie qui est de plus en plus étudiée. On a l'impression qu'elle agit dans la différenciation des chondrocytes et qu'elle agit aussi dans l'inhibition en fait de la partie finale, donc de la partie hypertrophique. Et on sait qu'en soi, le cartilage est quand même un tissu avasculaire, donc à faible tension d'oxygène. Donc, une fois qu'on a dit ça, donc notre projet se basait sur l'hypothèse que l'enrichissement de la matrice aortique cryopréservée par des cellules souches mésenchymatoses humaines exogènes pourrait accélérer la génération de nouveau de cartilage. Déjà, pourquoi cela? On a dit que la technique de M. Martineau, c'est une technique qui a démontré déjà sa faisabilité et des bons résultats, mais l'apparition de cartilage se fait en moyenne 18 mois après la greffe. Ça veut dire que la prothèse reste en place en moyenne 18 mois avec des complications, voire des granulomes au sein de cette prothèse et du coup le recours éventuellement à des procédures invasives, voire des bronchoscopies interventionnelles répétitives. Donc avec cette hypothèse, on s'est fixé
comme objectifs trois principaux. Déjà, de déterminer les conditions optimales de supplémentation de cytokines, donc d'optimiser la différenciation chondrocytaire des cellules souches mésenchymatoses humaines, donc en différenciation in vitro. Pour cela, les cytokines en fait, qu'on a utilisées, ce sont des cytokines inflammatoires qu'on l'a retrouvé sur le surnageant en fait de matrice aortique cryopréservée, une fois décongelée, et on a pris en fait celle qui se présentait en concentration plus importante. On a utilisé les mêmes cytokines et avec un facteur de différenciation chondrocytaire très bien connu qui est le TGF-bêta-3 pour préconditionner aussi nos aortes, donc en absence de cellules souches rajoutées, avec les mêmes conditions qui est pour la différenciation in vitro. Et troisième point était de mettre au point le marquage des cellules souches mésenchymatoses de façon permanente pour pouvoir les suivre une fois ensémencées sur la matrice. Donc, nos matériels méthodes, pour la partie de différenciation in vitro, donc on a réalisé 3 séries de cultures de cellules souches en 3D, donc en culots de cellules, pour avoir en plus l'effet de contact intercellulaire pour promouvoir cette différenciation chondrocytaire. Les cultures ont été réalisées pendant 4 semaines en conditions de normoxie et d'hypoxie, et on a réalisé différentes conditions, donc un milieu basal qu'on appelle chondrogénique parce qu'il est enrichi de facteurs qui ont tendance à promouvoir cette différenciation. Là, le TGF-bêta-3 qui s'est utilisé seul ou avec ajout des différents cytokines. Et on a décidé d'étudier tout cela par analyse moléculaire, donc RT-qPCR, avec l'analyse des gènes dont je vous parlais juste avant, donc des gènes précoces et tardifs de chondrogénèse, et par examen histologique des culots cellulaires. Pour ce qui concerne la partie préconditionnement de matrice, on a réalisé donc des cultures de fragments de matrice orticumène cryopréservés à moins de 80 degrés qui ont été récupérés à la fin de blocs de chirurgie de greffe trachéale programmée. La culture a été réalisée pendant 3 semaines avec les mêmes conditions qu'on a utilisées pour les cellules, et on a réalisé en plus une seule culture d'un fragment d'aorte avec la prothèse en silicone qu'on utilise normalement pendant les greffes sur 3 semaines avec le TGF-bêta-3. C'était pour ajouter un peu une contrainte mécanique de la fosse radiaire, ce qu'on fait normalement d'habitude sur le greffon. Donc, on a étudié cela par un examen histologique, donc avec les colorations standard, l'hématoxynosine, en rajoutant aussi le bleuation et le trichromaçon pour avoir un peu plus de détails par rapport à la composante acide pour le bleuation et la composante de fibres en collagène pour le trichromaçon. Et on a réalisé aussi un immunomarquage. Donc, pour le troisième objectif, le marquage des CSM, on a réalisé la transduction virale pour essayer d'avoir une expression stable d'une protéine fluorescente qui est la GFP et l'électroporation pour avoir au moins une expression transitoire. On a eu pas trop de succès avec le lentivirus pour l'instant, un peu plus avec l'électroporation, avec un pourcentage d'environ 50% des cellules traitées qui devient fluorescente. Donc, on avait décidé de sémoncer ces cellules-là, mais malheureusement, elles restent encore à la surface et on a très peu qui sont fluorescentes. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de remettre au point. Donc, ce qui concerne les résultats, donc l'analyse moléculaire nous a montré qu'il y a déjà donc sous ce tableau, la partie en blanc, c'est la condition en hypoxie. En noir, on a la normoxie de la semaine 1 à la semaine 4. Donc, donc, la condition milieu basal qui teste donc exclusivement, on va dire, le rôle de l'hypoxie, on a une induction significative de SOX9 et on tendance déjà à l'induction du collagène 2. Avec le rajout, donc les conditions avec le TGF-bêta-3, on a une induction de SOX9 qui devient encore plus importante, significative, ainsi que du collagène de type 2. Pour les cytokines, celles qu'on a retrouvées particulièrement intéressantes ont été l'interleukine 6, qui est une cytokine pro-inflammatoire assez puissante et qui a surexprimé en fait un peu tous les gènes, en particulier les gènes précoces, comme on peut voir, et surtout à la première semaine, partiellement à la deuxième semaine, mais aussi le collagène de type 10, donc en protéine, un gène assez tardif. L'interleukine 8, ça nous a semblé avoir un profil un peu plus intéressant parce que certes, elle exprime, comme l'interleukine 6,
les gènes précoces, mais de façon plus intéressante, en fait, elle inhibe en hypoxie les gènes tardifs, qui sont par contre hyper exprimés en normoxie. Donc, ça rapproche plus d'un profil qui nous intéresse pour mieux diriger notre différenciation. Par rapport à l'examen histologique des cuveaux cellulaires, donc c'est un examen en hématoxylinosine, on a donc c'est assez évident l'évolution de la morphologie de nos cellules qui perd assez rapidement le caractère fibroblast des cellules souches et qui devient progressivement très condensé, arrondi. Et à la fin, sur les dernières photos, on a en fait un culot à 4 semaines avec traitement TGF-bêta-3 où on a l'impression quasiment de reconnaître un périchondre avec des chondroplastes à l'intérieur. Probablement, on est déjà au-delà parce qu'on est à 4 semaines, mais c'est quand même quelque chose d'assez étonnant à ce stade-là. Donc, pour les résultats sur nos matrices aortiques, j'ai mis juste des petites images de coupe histologique d'une aorte qui n'a pas été traitée, juste pour rappeler un peu l'aspect qu'elle peut avoir en culture. Donc, tout en haut, on a la partie intima, la tunique intimale, donc l'endothélium. La partie, on va dire, plus importante au centre, c'est l'intima avec les fibres d'élastine. Et en bas, on a l'adventice qu'on perd quand même assez rapidement. Donc, juste un petit rappel au cours des semaines. Ce qu'on a retrouvé sur nos cultures de fragments d'aorte, c'est qu'en fait, on a assisté à la délimitation de certaines structures qu'on appelait logettes, qu'on a retrouvées au sein de la qui correspondaient comme à des colonnes des cellules qui s'impliquaient l'une après l'autre et qui allaient se définir au fur et à mesure du temps. J'ai mis des images avec coloration au bleuâtien parce que, en fait, ce sont des structures qui prennent un contraste en coloration bleue. Donc, le bleu, ça veut dire que quand même, il y a une production, quand même, il y a des substances acides, ce que ça peut être lié peut-être à une production de glycosaminoglycanes au sein de ces logettes. Et chose intéressante, on a retrouvé cet aspect-là qui est dans les aortes traitées avec TGF-bêta-3 plus une des cytokines. Peu importe laquelle, on n'a pas trouvé de différence entre les différentes cytokines, mais dans quasiment toutes les aortes traitées. Donc, une autre chose intéressante qu'on a retrouvée au trichrome maçon, c'était ce qui concerne l'aorte mise en culture avec la prothèse. Donc, à 3 semaines, ce qu'on n'avait pas du tout en aorte à J0, qui est tout à gauche de l'image, c'est une intima qui est très épaisse, qui est très compacte et qui est riche en fibres de collagène, qu'on a l'impression qu'il augmente un petit peu en densité par rapport aux autres aortes. Donc, in fine, il y a l'immunomarquage. De façon assez étonnante, on a retrouvé le SOX9, donc un immunomarquage nucléaire qu'on retrouve de façon assez évident entre l'intima et la média. Donc, c'est quand même un facteur de transcription de la chondrogénèse qui normalement n'a rien à voir dans une aorte humaine et que l'on retrouve tout le long. Ce n'est pas dans tous les traitements. Et là aussi, on le retrouve plus fréquemment avec le traitement TGF-bêta-3 plus des cytokines et plutôt à partir de la 2e semaine. En bas, on a un immunomarquage au collagène de type 2 qui également, on le retrouve plutôt dans toute l'épaisseur de l'intima et dans les aortes traitées et qui n'était pas du tout présent dans les aortes pas traitées. Donc, on a retrouvé un impact important de l'hypoxie et des cytokines sur la différenciation chondrocytaire in vitro des SSM, en particulier les cytokines inflammatoires qui n'étaient pas particulièrement étudiées. Donc, ce qui nous fait poser la question, est-ce que l'inflammation peut être un peu le primo movens de cette chondrogénèse où l'on assiste? Et un autre point très important, c'est que la matrice aortique, elle a quand même probablement un rôle biologique aussi très important et du coup, il n'est pas qu'un simple tuteur pour soutenir, on va dire, elle a aussi un rôle biologique actif dans la sécrétion de certains facteurs. Le remodélage de cette matrice, on peut se poser quand même la question, est-ce que c'est une génération de cartilage ou est-ce qu'il s'agit de dégénérescence, en sachant que les cytokines aussi qu'on a utilisées, en particulier les chémokines CCL2 et CCL5, et l'intégrine 8, ils sont aussi décrites dans des modèles d'athérome ou des grossissements des anévrismes de l'aorte abdominale. Donc, bien sûr, c'est une des questions qu'on peut se poser.
En conclusion, nos données supportent un modèle de différenciation chondrocytaire combinant l'utilisation du TGF-bêta-3 et de l'hypoxie avec un effet additif de certains cytokines, comme on l'a vu en particulier l'interleukine 6 et 8. On pense que l'ajout ponctuel de ces cytokines, en particulier l'interleukine 6 au début, la première semaine, pour donner vraiment une puissance dans l'expression des gènes précoces, et l'interleukine 8 qui a un profil un peu plus ciblé aussi pour l'arrêt au stade préhypertrophique en hypoxie, pourrait mieux diriger notre différenciation chondrocytaire. Pour ce qui concerne les aortes traitées, donc on a l'impression que le traitement des matrices aortiques par des TGF-bêta-3 associés avec les cytokines a un effet assez intéressant sous la transformation tissulaire, ce qui n'était pas encore mis en évidence. Et qu'il faut compléter sûrement par d'autres études, en particulier ce qu'on est en train de faire actuellement au laboratoire, c'est par le KI67, donc pour voir un peu le taux de prolifération, ou par un test au tunnel pour l'apoptose, et voir aussi ce cycle de réorganisation de dégradation par les métalloprotéinases et in fine donc l'étude par transfection virale de façon stable pour pouvoir suivre nos cellules, parce que le but de tout ça, c'est de continuer avec un test des sciences qui va être démarré cette année pour finir un peu cette mise au point et passer sur l'animal prochainement. Je vous remercie pour votre attention. Oui, merci beaucoup, Hilaria. C'est un très joli travail, bien dans la lignée de l'équipe d'Emmanuel Martineau à laquelle vous appartenez. Beaucoup de travail aussi, là. Est-ce qu'il y a des questions? Vous levez la main si vous avez des questions. Je vais commencer la discussion simplement en demandant, vous ne risquez pas avec tout ça d'avoir une trachée complètement cartilagineuse? De dépasser le but que vous étiez fixé? Dépasser le stade de cartilage, aller vers l'os, oui, c'est ce qu'on ne souhaiterait pas avoir, hein, ça c'est sûr. Oui. Après, pour l'instant, on va dire c'est pas trop ça le problème, mais c'est vraiment arriver à retirer ce stent trachéal finalement plus tôt. Donc, essayer d'avoir un début de chondrogénèse, peut-être en manipulant déjà, peut-être l'être humain en soi suffira après à débuter, à continuer la chondrogénèse avec une matrice aortique qui sera préconditionnée et du coup, qui pourra accélérer. Mais on croit beaucoup aussi au rôle de l'acteur humain de l'être humain. Mais normalement, voilà, pour l'instant, déjà un cartilage. Donc, c'est plutôt de la partie vraiment in vitro de s'arrêter à ce stade-là, pas trop après in vivo. Pour l'instant, on n'a pas encore vu vraiment de l'os, même si c'est possible. On n'espère pas. Je vois qu'Emmanuel va intervenir. Emmanuel Martineau va intervenir. Emmanuel. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bon, bien sûr, je félicite Hilaria pour ce travail. Je remercie aussi l'Académie de pérenniser cette journée de décembre, dans laquelle je reconnais beaucoup de travaux du master. Ça fait toujours plaisir. Je remercie aussi l'Académie d'avoir soutenu ces travaux depuis le début. Hein, c'est notable. Aujourd'hui, juste pour un petit complément, on a une série clinique. On aura une série clinique de 30 patients en janvier. Donc, ça continue aussi au niveau clinique. Et puis, grâce à ce labo INSERM, dans lequel on est intégré, vous avez vu, hein, il y a toutes les perspectives. C'est ce que je voulais depuis très longtemps. Et avec des travaux, en particulier d'Hilaria, on va commencer à expliquer ce qui se passe. Et puis, aussi, on va essayer de réfléchir à comment on peut potentialiser ces phénomènes biologiques de génération des nouveaux de cartilage. Juste une petite question à Hilaria, c'était pas préparé, hein, mais finalement cette matrice, c'est vrai, finalement cette matrice aortique, c'est un peu une matrice idéale, non? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que oui, c'est vrai que on sait qu'il y a plusieurs techniques qui ont été proposées au fur et à mesure des années, et notre connaissance, il n'y en a pas d'autres qui se transforment en cartilage. C'est vrai que c'est pour ça que même là, actuellement en Master 2, on va exploiter encore plus le concept vraiment de rôle biologique de cette matrice, parce que c'est sûr que c'est la seule quand même qui a donné ces résultats. Pourquoi? C'est une allurette aortique qui finalement se transforme en cartilage.
et pas un autre substitut qu'on a mis, qu'on a imprimé, qu'on a appris d'ailleurs. Donc, il n'y a rien d'autre qui donne ces résultats-là. Donc, pourquoi l'aorte? Et voilà, on essaie d'arriver au bout de cette réponse. Mais oui, on a l'impression que c'est le greffon idéal. Après, d'autres questions qu'on est en train de se poser, et ça sera un peu la suite aussi de la thèse, voilà, voir d'autres projets, c'est est-ce qu'on peut trouver un autre greffon au cas où, parce que le problème, c'est qu'on n'en a pas, on n'a jamais assez de greffons d'allogreffe aortique. Donc, ils sont utilisés pour la chirurgie vasculaire. Donc, voilà, c'était ça le point de départ. Et on n'en a pas des stocks illimités. Donc, à un moment, on peut être un peu à court de ces greffons. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Ça va être un peu compliqué. Donc, on est en train d'essayer de voir ça aussi au cas où on s'est amené un jour à devoir s'en passer de cette matrice aortique. Mais... Hilaria, si on la met au-dessous du diaphragme, on pourrait peut-être faire du foie avec. Mais on nous a posé la même question un peu au master. Donc, si on la mettait ailleurs, est-ce que ça allait autre chose? On ne sait pas. En tous les cas, merci pour ce très joli travail et pour toute l'équipe. Le temps passe, donc il faut qu'on passe à la présentation suivante, Philippe. Merci beaucoup, Hilaria. Je suis content de saluer Emmanuel, qui a pris le temps de prendre la parole. Et le travail d'Hilaria me suggère le commentaire général suivant. Et ce qui m'a frappé dans ce qu'elle a dit, c'est qu'elle s'est rendue compte que l'aorte n'était pas simplement un tube sur lequel la nouvelle trachée allait se développer, mais un corps vivant, et ce qui tente à montrer que l'évolution de la médecine tente à rapprocher de plus en plus la chirurgie, qui n'est plus mécaniciste ou seulement mécaniciste, de la médecine, par ses études biochimiques, comme la médecine se rapproche de la chirurgie par l'utilisation des procédés interventionnels par les différentes spécialités médicales.